Mes chers amis, de me rejoindre une veille de l'Ascension. La période, comme tout le monde le sent et tout le monde le sait, est troublée et il me semblait utile de réfléchir ensemble à la société dans laquelle nous voulons vivre une fois le calme et la confiance revenus. Nous avons, ces dernières décennies, consacré beaucoup de temps au développement des nouvelles technologies, à la croissance des échanges et des richesses par l'amélioration de la productivité du travail et des réformes du mode de production dans tous les domaines. Les deux axes principaux de ce monde moderne ont été la vitesse et l'élargissement, ce qui a permis des gains de productivité que l'on n'avait jamais imaginés. Grâce à ces évolutions, nous avons réussi à produire suffisamment pour nourrir au sens large ce monde moderne, en tout cas dans les collectivités démocratiques et libérales au sens économique du terme. Nous avons aussi créé un modèle politique social qui a permis aux États de prélever plus de 50% de la création de richesses globales pour financer la défense, la recherche, les soins, l'enseignement, le contrôle du respect des lois et un filet social indispensable aux moins chanceux d'entre nous. Nous avons mis en place un système démocratique dans lequel ceux qui ont réussi donnent beaucoup et ceux qui souffrent peuvent compter sur cet effort collectif. Le curseur était-il vraiment au bon endroit? Nous pouvons en discuter et même le faire bouger sans disrupter le modèle par une nouvelle révolution. Il aura donc suffi de l'arrivée d'une pandémie comme celle du Covid-19 pour dérégler cette belle mécanique et que notre collectivité rentre dans un grand désordre sanitaire, ce qui est une évidence, bien que ce désordre ait été plutôt bien maîtrisé, tant au niveau politique que par les professionnels de la santé. Je ne minimise pas le drame que nous traversons et je me réjouis de pouvoir dire que nous l'avons traversé. Il semble en tout cas que nous sommes sur le bon chemin. Mais je dis aussi que si nos institutions ont réagi de manière pertinente, avec de grands efforts que je salue et que j'applaudis, ce qui a permis de bien contrôler la situation sanitaire dangereuse et heureusement exceptionnelle, cet épisode a généré des événements inquiétants, une vraie crise de sens, avec des affirmations erronées, des questions iconoclastes sans réponse sur la configuration d'un monde qualifié de monde d'après. Ce monde d'après, mesdames, messieurs, c'est un monde issu de rêves pluriels. Irréalisables parce que chacun a défini le sien et qu'ils sont irréalistes ou au moins incompatibles, mais fantasmés, de bonne foi, spécifiquement par tous, chacun le sien, sans personne pour arbitrer la pertinence des contours et des règles. La guerre des transports qui couve à Genève après la création des pistes cyclables temporaires représente une caricature explicite du problème auquel nous allons être confrontés. Cette communication sur les contours du monde d'après existe. Elle est même pléthorique, anarchique, protéiforme, et les moyens techniques pour sa diffusion sont plus accessibles et plus nombreux que jamais. Pour que notre État de droit démocratique puisse reprendre le contrôle, il faudra définir des objectifs raisonnables et communs pour la formation de la majorité de l'opinion. Mais laisser communiquer tout et son contraire et surfer sur l'émotion sans avoir de solution à proposer, ce n'est pas conceptualiser un nouveau monde, c'est seulement semer le désordre et l'incompréhension. Il faut veiller au moral des citoyens, les comprendre pour leur donner les éléments nécessaires au raisonnement afin de sortir de ce désordre des idées dû à l'émotion. L'empathie, c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. C'est le contraire de l'apathie, qui est l'incapacité d'être ému ou de réagir, que ce soit par indifférence, par fainéantise ou à cause d'un état dépressif. L'empathie est altruiste, l'apathie est égoïste, et les hommes, avec un grand H, ont une tendance naturelle à l'égocentrisme et à l'égoïsme. Je le regrette comme vous.
l'harmonie, la cohésion et la confiance sont donc, à mon sens, les mots-clés de tout mouvement constructif et utile pour la formation de l'opinion d'une collectivité d'individus dans une démocratie. Nous n'en prenons, à mon sens, pas le chemin, au contraire. Est-ce nouveau? Jean-François Revel avait très intelligemment écrit durant la période de la promotion des valeurs du marxisme et de la révolution communiste qui a, il serait bon de s'en souvenir, fait des millions de morts, que de répéter et même d'enseigner chaque jour à une civilisation qu'elle ne sera digne d'être défendue qu'à condition de parvenir à être l'incarnation d'une justice parfaite, c'est l'inviter à se laisser mourir ou à se laisser asservir. Et que de se donner tort en tout est une démarche qui devient dangereuse lorsqu'elle a pour contrepartie de donner raison à un ou plusieurs ennemis. L'outrance, dans la critique, a toujours constitué un bon procédé de propagande, commerciale ou politique. Mais à force d'être répétées, ces fake news finissent malheureusement par être crues. Et où donc les citoyens de notre société puiseraient-ils des motifs de résistance si on les a convaincus que l'organisation de leur société démocratique, de leur économie libérale, voire même de leur civilisation tout entière, n'est qu'une collection d'échecs et une monstrueuse imposture? Le besoin de sens, c'est ce que Spinoza avait défini comme étant la nécessité de l'entendement. L'entendement, c'est ce rapport de l'individu aux événements, ce rapport entre les faits et le sens. Pour ce grand philosophe, les émotions sont des images mentales qui ne peuvent être contrôlées que par le raisonnement. On attribue aussi à Malraux la formule suivante: le XXIe siècle sera spirituel ou religieux ou ne sera pas. Il avait précisé que si le siècle prochain, celui que nous vivons aujourd'hui, ne trouve pas un type exemplaire de l'homme, ça irait mal. Il ajouta encore, ce n'est pas très généreux de le préciser, je suis certain que les 68 arts et autres ectoplasmes ne parviendront pas à réaliser ce type exemplaire de l'homme. Et Stéphane Hessel avait écrit, vous vous en souvenez sans doute, indignez-vous. Je pense comme d'autres que malgré son énorme succès, c'était un texte dégoulinant de bons sentiments et qui n'avait de génial que ce titre qui surfait justement sur les émotions. Mais si je reprends ce titre à mon compte, c'est pour vous proposer à nous, la majorité silencieuse, de nous indigner sereinement, mais fermement, pour revenir aux valeurs de respect, d'amour, d'empathie et de responsabilité nécessaires à la reprise de notre progression vers un type exemplaire de l'homme, désireux de poursuivre la réalisation d'un idéal commun. Ce sont ces valeurs, et ces valeurs seules, qui permettront à notre civilisation de progresser harmonieusement. Pour Albert Camus, qui s'est exprimé en 1957 lors de la remise de son prix Nobel, de nombreuses générations ont cru que leur mission était de refaire le monde. La mienne, c'est qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être encore plus grande. Elle consiste à empêcher qu'il ne se défasse. En 2020, c'est peut-être la tâche à laquelle nous devrons tous nous atteler. Éviter, pour refaire un autre monde hypothétique, que notre monde ne se défasse et périclite par manque de cohérence. Toute la difficulté de la communication de crise, comme dans la transmission d'informations complexes ou de valeurs communes, c'est de définir un socle de ces valeurs qui crée un lien entre les intérêts individuels pour lesquels les participants seront prêts à s'engager et des objectifs communs, pertinents, précis, profitables à tous les citoyens de bonne volonté, des objectifs partagés qui donneront du sens aux efforts personnels et de la force à la stratégie de la nation. Ce sont, à mon sens, les deux éléments fondamentaux qui permettraient de remettre en mouvement une collectivité éprouvée par une crise
comme celle que nous traversons, vers des réformes comportementales, certes souhaitables pour une évolution de notre civilisation. Si nous ne comprenons pas la souffrance réelle de la population et son manque de motivation en période de crise, et que nous laissons les critiques dominer l'espace nouveau de la communication sans être capables de les remettre à leur place, nous risquons de voir notre société rentrer dans un grand désordre et de perdre tous les acquis qui valent la peine d'être retrouvés d'abord pour les conserver, puis pour les faire évoluer dans le sens d'un plus grand respect de la nature et des hommes à l'avenir. Une évolution positive est peut-être bien nécessaire pour ne pas subir les effets délétères d'une révolution. C'est à mon sens la bonne recette, le bon équilibre pour un avenir meilleur. De manquer ce rendez-vous avec notre histoire juste par manque d'empathie, par dédain ou par trop de suffisance serait grave, et c'est un euphémisme. Mesdames et messieurs, les coûts du confinement dans le monde sont gigantesques et il faudra bien les assumer. Ce ne sont pas les 68 arts nostalgiques et autres ectoplasmes rêveurs qui sauront générer les richesses nécessaires pour un retour économique et social à un niveau souhaitable. C'est pourquoi je tenais à affirmer aujourd'hui, devant vous et avant qu'on en débatte, que l'empathie est une force, non pas comme une solution définitive à la crise économique qui nous frappe et nous englobe, mais comme un point d'appui nécessaire pour faire évoluer notre société libérale et démocratique, non pas vers une justice sociale absolue et inaccessible, mais vers un niveau de justice sociale considéré comme acceptable par une large majorité d'entre nous, ce qui, en démocratie, doit être suffisant. Surtout si, comme citoyens, nous aspirons à atteindre le Graal, devenir collectivement ce type exemplaire de l'homme idéalisé par Malraux. Je vous remercie de votre attention. Je vous demande d'activer vos micros pour applaudir Michel. Oui, c'était un peu lourd pour On est toujours un peu en décalage avec Zoom. Merci beaucoup, Michel. Voilà, tu as toujours dit que tu étais, si je peux me permettre, un déménageur philosophe. Tu nous en as encore donné la preuve ce soir. Merci beaucoup. Alors, je pense que l'ordre n'est pas pour tous le même, mais on va prendre les questions. Elena, Elena, tu es là? Oui, je suis là. Tu peux peut-être, tu as 1 minute, tu en fais ce que tu veux. Je laisse parler d'abord et je viendrai après. Alors, qui veut y aller en premier? Alors, Jérôme. Difficile de passer en premier après cette prise de parole de Michel. Merci pour cet éclairage. Je trouve qu'il est très en décalage avec la pensée ambiante, donc je trouve intéressant de nous rechallenger un peu sur ce qui nous entoure au niveau de l'information. J'avais une question pour toi. J'ai entendu un orateur très célèbre maintenant en France, qui était absolument inconnu avant le Covid, dire une phrase qu'en fait cette société était quand même troublante parce qu'elle donnait la parole à ceux qui ne savent pas. Et ça m'a rappelé, à travers notamment les réseaux sociaux et tout un tas de nouveaux médias, et ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue à la FAIR dans le cadre d'un Créa Digital Day, où on avait un acteur qui découvrait finalement Twitter avec un mur derrière lui où il y avait les commentaires du public qui défilaient, et qui était complètement apeuré et effaré par les commentaires qui étaient faits sur son travail et sur l'intervention qu'il faisait. Et à un moment donné, il disait « mais je ne comprends pas, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument personne qui a compris ce que je viens de dire ». Et je trouve que c'est assez particulier, j'ai l'impression malgré tout, alors je ne sais pas si tu le partages, mais
qu'il y a une zone où on n'écoute plus ceux qui savent et surtout on donne la parole à des gens qui font preuve, comme tu le disais, de beaucoup de dédain et de suffisance. Oui, je pense que ta réflexion est parfaitement exacte. Ceci dit, évidemment que je ne suis pas le mieux placé pour dire que je sais, mais j'ai quand même essayé de réfléchir de manière constructive et avec quelques références sur le désordre intellectuel dans lequel nous sommes. Et j'ai fait à mes amis scientifiques l'amitié de ne pas mettre un coup de projecteur sur le Bronx qu'ils ont réussi à créer, parce que là, il y avait de quoi faire un sketch à la Coluche. Donc, ce qui est paradoxal dans notre monde, c'est qu'on a aujourd'hui une forme de savoir qui fait qu'il y a beaucoup des individus qui sont formés, qui sont ce que Charles Gave, qui est un vieux con réactionnaire pour qui j'ai quelque admiration, définit comme étant des crétins surdiplômés. Et je pense malheureusement que nous avons dans le monde certaines personnes qui ont gardé un pied dans la réalité et qui sont pragmatiques au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qui sont capables de remonter des informations qui sont des informations pertinentes pour les mettre en perspective et définir des objectifs et mettre en place une stratégie qui est adaptée à la réalité, mais qui n'est pas seulement adaptée à un mirage, à un fantasme ou à une doctrine qui est presque religieuse et plus du tout scientifique. Donc, on a besoin d'une parole forte, d'individus crédibles qui soient capables d'abord, comme j'ai essayé de le dire dans cette petite introduction, de comprendre la souffrance, de fixer des points communs pour atteindre un objectif. Autrefois, on avait la religion, autrefois, on avait la nation, autrefois, on avait la famille, et ces socles donnaient cette base de réflexion commune qui est en train aujourd'hui de se déliter. Et ce qui m'affole, c'est que ceux qui devraient prendre le relais et porter une parole forte autour d'un projet cohérent, c'est les partis politiques. Et qu'aujourd'hui, les partis politiques sont en train de se battre sur des détails et plus personne ne nous propose un projet qui soit un projet qui puisse enthousiasmer une majorité. Et ça me semble assez inquiétant. Nous sommes dans un monde où tous les hommes regardent le doigt et plus personne ne voit la lune. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci vraiment beaucoup. Merci. Magali. Oui, alors, puisque tout le monde regarde le doigt, effectivement, j'ai levé le doigt. Bon, Michel sait très bien ce que je pense de tout cela. Juste, Magali, oui. juste une seconde. Je vois que la présidente des TPG nous a rejoint. Anne, si tu es là, tu mets la vidéo? Oui. Qu'on puisse te faire coucou. Voilà. Coucou, merci d'être là. Merci de l'invitation, c'est un plaisir. Merci. Et merci aussi à Anastasia, puis je pense à Fabienne de mettre la vidéo. Le but, c'est qu'on se voit tous comme si on était dans une vraie salle. Ça serait sympa. Moi, j'ai un problème avec les téléphones. Ça décharge très vite quand je mets. C'est pour ça, hélas. Okay. Alors, je n'ai pas eu le courage d'attendre. C'est après. Ok. Alors, tu seras là pour la photo. Ok, pardon, Magali. Oui, alors je disais, Michel me dit qu'il n'y a pas de projet enthousiasmant. Moi, il y a quand même des choses qui nous attristent depuis longtemps et qui nous paraissent inhérents à ce système, qui est le creusement indiscutable des inégalités. Bon, c'est une chose, c'est vrai qu'en période de crise, on est très sensible à la misère des gens et bon, tout le monde est plus empathique les uns que les autres. Mais très rapidement, chacun se réfugie dans ses petits intérêts et son individualisme. Il y a une chose, moi, qui m'enthousiasme particulièrement comme projet, c'est le revenu universel. C'est la seule solution pour que, justement, certains qui sont particulièrement affaiblis et de façon totalement injuste à un moment ou à un autre
ne soit pas réduit à mendier la charité comme au XIXe siècle. Ce revenu universel, il demande vraiment à être très fouillé, à être très bien chiffré, à être très bien imaginé, à ne pas lancer des slogans comme ça, n'importe comment. Mais je trouve que c'est un projet, personnellement, enthousiasmant. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des choses enthousiasmantes. Si on imagine que les êtres humains ont quand même tous le droit de vivre, tous un besoin élémentaire d'être nourris, logés et à peu près correctement soignés, je ne vois pas pourquoi on s'affole tellement dans les milieux libéraux à l'idée de donner un socle de survie à tout le monde. D'autant plus que dans un canton comme le canton de Genève, je pense qu'avec ce que coûte l'hospice général en frais de fonctionnement, grosso modo, ça ne coûterait pas plus cher d'assurer ce socle à tous les citoyens. Donc, encore une fois, il faut travailler. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais voilà un projet de société qui, à l'occasion de la crise, me paraît très intéressant. Merci Magali. Michel, un mot. Il va falloir faire des interventions plus courtes avec des réponses plus courtes. Il est évident qu'il est facile de répondre de manière courte à des interrogations aussi complexes. Non, le revenu universel, pour moi, c'est une aberration totale parce qu'on ne va pas aller donner un revenu à tout le monde, ceux qui en ont besoin et ceux qui n'en ont pas besoin. Alors, figure-toi, Magali, que Milton Friedman, un penseur libéral, avait modélisé ce qu'il a appelé l'impôt négatif. C'est-à-dire que quand un individu gagne correctement sa vie, il paye des impôts progressifs, et quand il ne gagne plus sa vie, eh bien, il bénéficie d'un revenu minimum garanti, conforme à l'idée du revenu universel, mais qui ne concerne que ceux qui sont dans le manque et pas l'ensemble de la collectivité. Donc, je trouve ce modèle beaucoup plus intelligent. Par contre, il faut en parallèle une société qui a des revenus qui permettent de financer cela. Et je suis d'accord avec toi que pour la République et le canton de Genève, si on prend ce que coûte l'administration de l'hospice général et ce que représentent les rentes qui sont allouées, les aides qui sont allouées, partielles ou totales, si on réfléchissait à un impôt négatif tel que celui qui a été conceptualisé par Milton Friedman, on pourrait mettre en place un système qui n'aurait pas de coûts supplémentaires pour la société que les coûts de l'assistance actuelle, tout en donnant une dignité meilleure à l'ensemble des individus. Donc, comme ça ne me choque pas. Merci beaucoup. Juste pour rester peut-être sur ce thème, Elena, revenu universel. Madame. Oui, j'ai enlevé le micro. Alors, je suis d'accord avec Michel sur ce qu'il a dit. Je ne pense pas, parce qu'il faudrait trouver l'argent ailleurs. Et le revenu universel, il y a certaines personnes qui n'en auraient pas besoin. Et ça créerait aussi des inégalités. Je suppose que ça n'encourage pas non plus les gens à aller quand même travailler. C'est ma crainte également. Le revenu universel, c'est une question aussi de facilité. Et est-ce que ça encourage l'entrepreneuriat? Est-ce que ça encourage simplement d'aller travailler? Et comment justifier après, on aura besoin de main-d'œuvre, et est-ce qu'on va la trouver quand même avec le revenu universel? C'est ça. Je ne sais pas. Comme tu as la parole, que je me pose. Comme tu as la parole, est-ce que tu veux compléter sur quelque chose que tu aimerais dire? Tu as ouvert ton restaurant cette semaine ou la semaine dernière? Le 11, lundi passé. Le 11. Est-ce que tu veux peut-être nous rapporter quelque chose par rapport à ça? Alors, j'ai trouvé que les clients sont très, très sympathiques, très avenants, très heureux d'être là pour ceux qui viennent. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup encore qui ont peur de sortir. Finalement, je pense que la peur a gagné du terrain. Mais ceux qui viennent sont vraiment heureux d'être là. Et malheureusement, au vu de la capacité, puisqu'on a quand même des contraintes importantes,
c'est difficile. On n'arrive pas à accueillir trop de monde. Et puis même pour la première semaine, même si on voulait accueillir plus de monde ou si on en avait la capacité, si on n'avait pas dû supprimer plein de tables, on n'aurait pas eu encore les clients suffisants. Et, beaucoup de personnes sont encore en télétravail. Beaucoup de personnes n'osent pas sortir. Je pense qu'il faut un peu de patience. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas mirobolant. C'est compliqué, oui. Mais sinon, on est heureux quand même d'accueillir les gens. Et puis, c'est vrai qu'ils nous le rendent bien. J'ai l'impression qu'il y a une forme de solidarité aussi qui s'installe. Les gens consomment peut-être plus parce qu'ils veulent aussi nous aider. J'ai l'impression, hein, c'est peut-être une impression, mais je crois quand même. Les gens sont très généreux. Est-ce que, Michel, on est un peu dans le thème de l'empathie, là il va falloir soutenir nos commerces? J'espère que les Genevois soutiendront les circuits courts et leur commerce. J'avais titré une de mes humeurs badines en disant gagner un match de boxe avec les mains et avec des menottes dans le dos. Donc, tant qu'il y a ces règles qui sont fixées, pour l'ensemble des commerçants, c'est très difficile. Mais par contre, ils ont raison de produire l'effort pour maintenir le lien et maintenir le côté affectif et empathique entre le client et l'entreprise, parce que sinon, la rupture peut être totale et mettre beaucoup plus de temps pour se rétablir que le temps que ça va mettre avec cette manière de faire. Mais toutes les entreprises ont beaucoup souffert. Le confinement partiel a coûté, selon les experts, 1 milliard par jour à la Suisse. Je veux dire, ce n'est pas 3 francs 6 sous. Donc, il va falloir sortir de tout ça. C'est pour ça que dans ma présentation, j'ai essayé de contextualiser les efforts qu'on aura à faire tous ensemble et en commun pour ne pas prendre ces choses-là à la légère. Merci beaucoup. Elena, mais vraiment 10 secondes. Puisque... Oui, c'est juste pour revenir à ce que dit Michel. Effectivement, on n'ouvre pas on ouvre à perte en fait en ce moment. Mais c'est aussi pour faire plaisir, être là. Et puis justement, ce côté empathique, etc. On fait plaisir aussi en ouvrant. Mais c'est vrai qu'on ouvre à perte. Mais bon, en étant fermé, on est perdant aussi. Donc, des deux côtés, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Les choses sont ainsi. Et puis, j'espère que ça va être vite fini. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Qui veut 5 minutes? Bon, alors… Je veux bien, Elsa, mais même pas 5 minutes. C'est simplement pour dire que, donc, en ayant digitalisé mes services, c'est vrai que j'envoie pas mal de newsletters et d'emails. Et c'est vrai que les emails qui étaient vraiment axés, comment dirais-je, tourner sur l'empathie, c'est-à-dire où je ne vendais strictement rien, mais où je partageais véritablement de la peine, la douleur, la difficulté, le déroutement, enfin le côté perdu dans lequel on peut se trouver, ont rencontré un succès phénoménal. Voilà, c'est juste ce que je peux partager. Tu veux nous rappeler en 10 secondes ce que tu fais? Alors, je fais du conseil en image, donc j'aide les gens à être plus beaux. Et ce qui est étonnant aussi d'ailleurs, c'est que en fait, durant cette période, eh ben, les gens se sont recentrés bien sûr sur eux-mêmes et ont attaché étonnamment de l'importance à leur look. Alors, pas de la même façon, pas dans le sens du paraître, mais de se dire véritablement de quoi est-ce que j'ai besoin. Et il y a eu beaucoup de tri, beaucoup de vide pour les gens, parce qu'on sentait vraiment que les gens avaient envie de revenir à l'essentiel. Et donc, voilà, on sent ce retour à l'essentiel de partout, quoi. Merci beaucoup. Comment vit-on ça à Chambéry, David Bigan? Bonjour à tous. Merci Michel, effectivement, pour ce stage très intéressant sur l'empathie. Ah, vous m'entendez pas? Peut-être là, maintenant, c'est mieux. Je vais regarder, je suis sur le bon micro pourtant. Ça va? Vas-y. C'est bon?
Alors, l'empathie, alors nous déjà, on est toujours un peu en télétravail et c'est vrai que pour moi, le contact à l'extérieur n'a pas encore vraiment repris. Cette notion d'empathie, pour moi, c'est quelque chose qui dépasse le concept de l'entreprise et qui est plutôt un état et une condition humaine qu'on peut développer au fur et à mesure de ses expériences et dans le développement de la bienveillance vis-à-vis des autres. Et ça se traduit en fait après partout. Ça se traduit dans l'entreprise, ça se traduit avec ses collègues, ça se traduit avec sa famille. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui peut être pris à part entière comme mais plutôt une transformation personnelle. Je Et veux par juste, rapport à ce que David, tu peut-être dis, dis-nous juste ce que tu fais, puisque comme ça, on va permettre à tout le monde de s'exprimer et de dire ce qu'il fait. oui, moi je suis donc dans l'événementiel, donc pour l'instant, de toute façon, on est complètement clos et je crée régulièrement des webinaires en ce moment, toutes les semaines, pour inviter justement des intervenants qui ont plutôt une fibre sur le développement personnel. Et juste pour terminer sur la notion que je voulais aborder, je pense que les nouvelles générations, Michel parlait tout à l'heure des gouvernements qui tenaient leur place et des politiques qui étaient plutôt dans une démarche égoïste et de se bagarrer entre eux pour des questions politiques plutôt que sur l'essentiel. Je pense que les nouvelles générations qui arrivent, elles portent beaucoup plus cette notion d'essentiel que les générations actuelles et que le changement est en cours, mais voilà, ça prend du temps. Merci. Oh, merci beaucoup. Peut-être, tiens, et en Algérie, qu'est-ce qui se passe, Islam? Le micro, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, nous, on vient dans une sorte de routine de confinement qui n'en est pas vraiment un. Mais on a un couvre-feu de 17h à 7h du matin. Et on essaie, en tant que chef d'entreprise, d'aider, d'être solidaire de la population, notamment comme on appelle nous, les travailleurs journaliers, qui eux ne peuvent pas aller se rendre sur leur lieu de travail, etc. Je suis au sein du Forum des chefs d'entreprise, dans un club Rotary, et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail de vulgarisation et d'éducation aussi par rapport au comportement à tenir par rapport à cette pandémie. Et puis, au sein des chefs d'entreprise, on essaie de revenir un petit peu à ce qu'on appelle des fondamentaux. Et comme disait M. Balestra, je pense que maintenant, on va peut-être revoir notre modèle de société qui n'est pas forcément d'aller vers une croissance à tout prix et plutôt une répartition des richesses autant que faire se peut, ce qui n'est pas garanti du tout. Mais bon, on essaie de se fixer un cap, se dire au moins qu'on aura tenté, qu'on aura essayé. Merci beaucoup de ça. Si tu permets, Michel, je vais peut-être encore demander à Madame la Présidente des TPG, Anne Ordon-Soukup, de s'exprimer, puis on te redonne la parole, qui sera d'ailleurs notre conférencière la semaine prochaine, et elle nous expliquera comment prendre les TPG en toute sécurité. Anne, à toi. Exactement. Merci beaucoup, Enza, de m'avoir invité. Puis bonjour à Michel, que j'apprécie énormément. On échange souvent sur les présidences de ces grandes entités publiques à Genève. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en confinement, moi personnellement, je suis hyper privilégiée, mais que les TPG, je suis fière de cette entreprise. C'est-à-dire que c'était énormément de travail dès le début pour faire face à les nécessités, enfin les mesures nécessaires pour protéger les conducteurs, protéger les passagers. Il y a eu 2 séances par jour de comité de crise. Et c'est vraiment, ils ont bossé comme des dingues. J'imagine que dans les autres entreprises où c'est, je veux dire, TPG, c'est transport public, on était considéré, même cité par Berne, comme
service essentiel, donc pas question d'arrêter les services. Et d'ailleurs, j'ai dit plusieurs fois l'histoire où il y avait plusieurs lignes de campagne qui avaient pratiquement personne dedans tout de suite au début. Donc, on a décidé avec l'État, avec le canton, de couper ces lignes en attendant que les passagers reviennent, que la situation se calme. Et on a eu tout de suite un appel du maire d'un des villages qui a dit « Vous ne pourrez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire, même si c'est 2 personnes par jour, on a besoin de vous. On a besoin des bus, on a besoin de la mobilité. » Donc ça, c'était vraiment exceptionnel, comme tout le monde a vu. Je veux dire, c'était une période qu'on n'a jamais vue, mais qui a été gérée pour l'instant par les TPG. Mais c'est admirable et avec aucune mérite de ma part. Vraiment, nous, conseil, on est tous à la maison en train de faire des séances virtuellement. Mais là, les gens, les conducteurs, les conductrices, les gens en administration, c'est spectaculaire. Moi, je dois dire, cette empathie dont parle Michel, je le trouve à tous les niveaux au TPG. En plus, les gens sont fiers de travailler pour les TPG et de rendre service. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir. Je ne vois pas le mauvais côté. Je sais qu'il y a, mais pour l'instant, en voyant les gens qui bossent pour les TPG, c'est magique. C'est vraiment excellent. On se réjouit déjà de t'écouter la semaine prochaine de manière plus complète. Michel, tu veux faire un semi-point? Je n'ai pas de commentaires particuliers à faire puisque chacun a exprimé une position qui était la sienne. Et je reste disponible s'il y a encore des questions. D'accord. Qui aimerait prendre 5 minutes? Il y a 2 Fabiens. Ben, un Fabien après l'autre. Moi, je veux bien commencer, Fabien, si tu veux. Vas-y. Ouais, vous m'entendez, pardon. Alors, l'empathie, je suis bien d'accord, Monsieur Balestra, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je partage complètement. Après, j'ai des petits doutes. Bon, je suis côté français, donc je suis un peu un râleur, moi. Mais j'ai des petits doutes parce qu'actuellement, en France, il y a beaucoup d'entreprises vous savez, qui ont touché des PGE. Et on a le chômage partiel jusqu'à la fin du mois de mai. Ça va être poursuivi début juin. Il y a pas mal de bonnes nouvelles. Donc, on est un peu dans du coton actuellement en France. Je serais plus inquiet en septembre quand il y aura le retour des vacances, quand on sera sorti de tout ça et qu'il faudra commencer à financer des reports de charges. Il y a des charges qui vont arriver en septembre, qui vont doubler. Voilà. Je suis un peu dur, je suis un peu volontairement un peu pessimiste par rapport à ce que vous avez dit, mais voilà. Alors, l'empathie, géniale. On a vécu des moments de confinement, je pense, assez uniques. On a été sérieux globalement en France par rapport à ce qui nous était demandé. Je crois que ça s'est quand même globalement bien passé. Et je crois qu'on peut être fier de beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Il y a beaucoup d'initiatives très positives, très tournées vers l'autre, vers l'humain qui ont été prises. Maintenant, j'ai peur qu'en septembre, il y aura un retour de bâton. On va être dans la vie réelle, il va falloir faire les comptes. Et là, l'État français n'ayant plus vraiment de trésorerie et de marge de manœuvre pour prendre des décisions très orientées, positives vers les autres, je suis un peu plus inquiet à partir de septembre. J'espère que cette vague n'arrivera pas. Je suis quelqu'un d'extrêmement positif et je crois beaucoup en l'humain et en la valeur humaine pour s'adapter. Ça fait des années et des années qu'on s'adapte. On s'est toujours adapté, on est toujours là. Donc, je pense qu'on y arrivera. Mais voilà, j'espère que cette empathie perdurera et restera. Tu peux juste en 5 secondes dire ce que tu fais? Voilà, moi j'ai un cabinet de recrutement qui s'appelle Apsis. Je fais du conseil en recrutement et en conseil en ressources humaines. Je suis basé à Annecy et je travaille beaucoup sur les 2 Savoie, Savoie, Haute-Savoie et un peu sur la Suisse voisine, ouais, sur Genève et un petit peu Lausanne. Merci. Alors, avant de donner la parole à l'autre Fabien, André Bonnier, monsieur le directeur de Pôle emploi, vous êtes dans un cocon en France? Zut, je vais regretter ce que j'ai dit. Oui, alors d'une certaine manière, bien que nous allons réintégrer nos agences prochainement, elles ont d'ailleurs pour la plupart ouvertes là dès ce lundi, effectivement, ça amène beaucoup de questions sur l'après et notamment sur la crise économique qui semble se profiler. Moi, j'avais 2 questions courtes là, puisque je m'occupe entre autres de recrutement à Monsieur le Président Balestra. Et puis encore, cher Enza, laisse-moi te remercier pour l'invitation et puis pour le choix de ces thèmes qui toujours ont une résonance en moi. Je pense qu'on
on sort plus intelligent à l'issue de ces séances, je trouve, par le partage et l'échange d'idées. Donc, ma question pour le président, à la fois président des SIG et chef d'entreprise, c'est comment faire preuve d'empathie pour un manager dans un contexte de travail prolongé envers ses collaborateurs, première question. Et seconde question, est-ce que c'est un aspect de la personnalité que vous évaluez lors de vos recrutements? Michel? Oui, je pense que j'avais même envie d'aller encore un peu plus loin. Je pense que l'amour, qui est une empathie améliorée, ça fait partie des bonnes relations pour le fonctionnement d'un groupe. Et que l'entrepreneur qui est capable d'avoir l'empathie nécessaire, c'est-à-dire de se mettre à la place de ses employés et qui est capable de les aimer sincèrement, il peut obtenir des résultats qui sont bien meilleurs que celui qui a appris une discipline militaire qui est en dehors du sens. Et moi, j'ai vu ça parce que nous avons dû, pour Balestrafic, continuer à travailler pendant l'ensemble de la période. Et à la suite du discours du président Macron en pleine crise du Covid, mes employés venant de France voisine n'osaient plus monter dans des camions. Et c'est là que la réflexion que j'ai citée sur la philosophie de Spinoza, entre l'émotion, qui est une image mentale, qui est peut-être issue du fonctionnement automatique du cerveau reptilien, et le raisonnement, qui est une approche pragmatique des éléments réels, qui est le travail du cerveau préfrontal. Si on arrive à ramener le raisonnement et que les relations sont des relations de confiance parce qu'elles ont été basées sur du respect, sur de l'empathie et sur de l'amour pendant des années, on peut maîtriser cela. Et puis ensuite, pour le recrutement, de réussir un recrutement à 100%, c'est impossible. Il y a dans le recrutement, comme dans les relations d'un couple amoureux, il y a un coup de foudre. Et ce coup de foudre, il ne faut pas le craindre, mais il ne faut pas croire qu'il est magique et que ça va suffire pour mener une vie ensemble. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est de continuer à avoir le respect et l'amour pour celui avec qui on a vécu ce coup de foudre dans une période déterminée, et puis mettre les choses au point de manière assez claire et sans rapport de force. J'aime bien, si j'arrive à l'échec, dire à mon collaborateur, tu n'as pas de plaisir à travailler avec moi. Et c'est très surprenant à quel point la personne répond, mais oui, mais pourquoi? Je dis non, tu n'as pas de plaisir parce que tu n'as pas la motivation que donne le plaisir. Il faut que tu regardes pour trouver autre chose, je te laisse le temps nécessaire ou alors que tu trouves du plaisir à faire ce que je te propose de faire. Et avec des relations qui sont des relations sur le raisonnement, on arrive à évacuer tout l'aspect de l'émotion qui est une image mentale et qu'il y ait une rupture ou qu'il y ait une continuation. C'est égal, ça se passe bien. Bien, merci Président, je suis pleinement satisfait par vos réponses. Merci, merci André, merci Michel. Alors, on va donner les minutes à ceux qui ne se sont pas exprimés. Alors, Fabien. Oui, merci. Moi, ce que je trouve intéressant, alors nous, on travaille dans la relation client, hein, donc c'est vrai que les formations se sont arrêtées net à la mi-mars. Donc, la situation était un peu compliquée quand même. Les enquêtes ont été repoussées, puisqu'on travaille pour les Manis notamment, et là, envoyer des gens dans les trains pour faire des enquêtes, c'était compliqué. Mais pour raccrocher au sujet du jour qui est l'empathie, ce que je trouve intéressant, c'est même aller au-delà de l'empathie, c'est presque de la sympathie de la part de certains clients qui, à tout prix, parce que les enquêtes ou les formations s'étaient arrêtées, nous ont confié d'autres mandats, comme Groupe Mutuel, comme SIG, comme l'Affaire.
qui ont vraiment joué le jeu, qui ont dit OK, on va t'aider, on a des choses à faire, on va t'acheter telle ou telle prestation dont ils ont besoin, hein, j'imagine quand même, mais ça, c'est sympa. Et puis, pour rebondir en tant que client sur le sujet, c'est que je crois vraiment que les sociétés, les organisations qui avaient un sens de la relation client et de l'empathie dans leurs veines vont sûrement s'en sortir mieux que les autres. Parce que moi, les restaurants où je vais aujourd'hui, ce sont les restaurants où j'étais bien accueilli il y a 3 mois. Ceux qui me prenaient de haut quand j'arrivais à 13 h, je n'ai pas forcément envie d'aller les aider maintenant, même s'ils font énormément d'efforts et qui me font des gros sourires. Je pense que ceux qui étaient bons avant vont heureusement s'en sortir. Je souhaite aussi aux autres de s'en sortir, évidemment, mais c'est ce que je trouve intéressant. C'est voilà. Et donc, je me réjouis d'aller manger chez Elena mardi prochain. Merci Fabien. Dans l'ordre, Édouard Malavallon, qui lui est sur la plage carrément. Oui, je suis dans l'empathie, c'est-à-dire je vous fais profiter justement d'un petit peu de soleil pour se donner du courage. Donc nous, on est sur un projet de bien-être et de santé en entreprise qui a pris un sérieux coup de frein avec tous ces derniers développements et avec le Covid. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, je crois, en l'humain avec un grand H. Je suis totalement d'accord avec Michel sur les valeurs. Si la nation, si la famille ou la religion ou toutes ces valeurs ne sont pas là, c'est compliqué de continuer à avancer. C'est pour moi primordial de comprendre ce qui se passe et de mettre de l'empathie dans tout ça si on veut, ne serait-ce dans une entreprise, créer un esprit d'équipe et il ne faut pas forcer, justement, il faut faire preuve d'empathie pour que la confiance s'installe et qu'on ait effectivement du plaisir à travailler ensemble. Je conclurai simplement par cette phrase que j'ai trouvée assez magique d'Alain Berset, aussi lentement effectivement que possible, mais aussi non, c'est aussi rapide que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Lentement que nécessaire, ça veut dire qu'il faut comprendre pour pouvoir avancer lentement, mais il faut y aller quand même parce qu'effectivement, l'économie souffre énormément. Je pense que cette phrase sera mise sous notre drapeau désormais. Ouais, je pense. Elle nous ressemble tellement. Laetitia Garand. Micro. Bonjour tout le monde, bonjour Enza, bonjour Michel et bonjour toute l'équipe. Je suis ravie de vous voir là, comme si j'étais avec vous en direct. Donc moi, j'ai bien écouté et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, le terme empathie, c'est quelque chose qui vient le coller au Covid. Ça me gêne un peu parce qu'en fait, on n'est pas dans une situation où en fait, ce qui s'exprime en termes d'empathie, surtout dans le domaine professionnel, peut être jaugé comme quelque chose de sincère. Donc, c'est soit par une peur, soit par un sursaut lié à des regrets dans un comportement antérieur. Mais je pense que la vraie empathie, c'est celle qui existait avant et celle qu'on peut conforter parce qu'on a besoin de se souder encore. Mais si elle n'était pas là, elle ne peut pas être là maintenant. Donc, à mon avis, non, ça n'engage que moi parce que je vois beaucoup d'approches qui sont faites dans le sens tiens, je te soutiens, mais en fait, non, ce n'est pas un soutien pour la personne vers qui on a, mais c'est le sauve qui peut. Et il ne faut pas se voiler la face parce qu'on va au-devant des choses qui sont tellement vraies que autant y avancer avec courage. Merci Laetitia. Rappelle-nous juste, à part d'être très empathique avec le commerce du vin que tu fais bien. Moi, je sais que Enza est très empathique pour le vin et je l'aime pour ça. Donc, voilà. En fait, moi, je suis durant cette période-là, je me suis beaucoup plus centrée dans l'événementiel numérique parce que j'avais un projet qui était dans ce sens et j'avance à grands pas dans ce domaine-là. Et je touche des institutions qui, aujourd'hui, font comme nous, hein, même si c'est des institutions étatiques, ils procèdent de la même manière que nous faisons actuellement, mais souhaiteraient le faire à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, on travaille dans ce sens pour leur proposer des plateformes de showroom virtuels
et ils se régalent avec ça. Ils sont comme des enfants devant. Elle est partie. Ah, elle est partie. On voulait faire la photo avant, mais c'est pas grave. D'accord. Ouais, je voulais dire que je suis parfaitement d'accord avec cette réflexion. Si vous considérez que j'ai voulu dire que l'empathie était un moyen seulement pour la crise, évidemment que ce serait odieux. La capacité de se mettre à la place de l'autre, la capacité de comprendre la souffrance ou la joie de l'autre, ça doit être une attitude qui est là pendant les périodes de grand bonheur comme dans les périodes de malheur. Il est évident que l'empathie, quand on regarde quelqu'un réussir, elle est moins pénalisante au niveau émotionnel que celle qu'on met à la disposition de celui qui est dans une période de souffrance et qu'on doit ou qu'on peut aider. Mais l'empathie, ça doit être une façon de vivre qui doit être permanente. Il faut travailler sur soi pour lutter contre l'égoïsme, qui est une disposition naturelle de l'individu. J'ai pour habitude de dire que notre principal ennemi, c'est l'orgueil. Et si on fait la comptabilité de ce que l'orgueil, le vilain orgueil, nous a coûté dans une vie, c'est énorme. Et que la première des choses, c'est d'éviter de succomber à l'orgueil. La deuxième, c'est d'arrêter d'être égoïste pour devenir empathique. Mais évidemment, on ne peut pas devenir des saints. Mais si on devenait déjà un nouveau type d'homme, comme Malraux l'avait défini, exemplaire. Le terme exemplaire, ce n'est pas au niveau de la béatification, c'est juste une exemplarité. Et je pense qu'un chef d'entreprise ne peut pas désirer être aimé, mais ce qu'il peut faire, c'est être considéré comme empathique et juste et être respecté. Donc voilà, comme ça, je précise ma pensée et je suis parfaitement en accord avec vous. Merci beaucoup. Alors, Jacqueline Mudry. Bonjour Jacqueline. Bonsoir tout le monde. Bonjour Elsa. Bonjour. Moi, j'ai profité un peu de ce temps de retrait pour réfléchir à beaucoup de choses. Ma société de conseil était un peu trop petite pour résister à ce vilain virus. Donc, j'ai pris sur moi de faire d'autres choses. J'écris beaucoup en ce moment et j'accompagne des entreprises au Maroc, qui est un pays où j'ai vécu longtemps, à reprendre contact, à reprendre attache avec leurs employés. Alors, c'est vraiment dans le même sens de ce que vous dites, Monsieur Balestra. C'est vrai que les gens qui n'ont pas été empathiques jusqu'à présent, c'est difficile de leur demander de le faire et dans cette situation aussi. Mais je pense que chacun dans les entreprises, quand ils vont revenir, que ce soit en télétravail ou physiquement, aura besoin de raconter ce qu'il a vécu. Et on est en train d'essayer, avec quelques amis que j'ai là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, de monter un peu un questionnaire qui sera individuel par société, mais pour savoir comment vont leurs équipes et pour repartir en rebâtissant justement la confiance, l'empathie et en leur disant qu'on les écoute, qu'on les entend. C'est vraiment le sens de ce que je fais maintenant et je pense que pour quelques mois, c'est aussi ce qui est important en fait, c'est de renouer le dialogue et de retrouver la confiance. Voilà. Merci beaucoup Jacqueline. Alors, Michel Barrault. Le micro. Voilà, je suis là. Moi, personnellement, j'ai profité de ce temps de pause pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer l'économie. Et alors, j'ai travaillé sur plusieurs sujets, par exemple le Salon des inventions virtuelles et d'une façon générale, plutôt l'île verte virtuelle, parce que les salons, on voit que ça a beaucoup de peine à démarrer. On a aussi discuté avec le nouveau directeur du Salon de l'Auto, pour avoir son point de vue, comme il voit l'avenir du développement de ces salons, qui doivent réellement changer, en tout cas déjà à court terme, on voit qu'il y a énormément d'annulations. Hein, et puis, on a aussi travaillé sur un projet de loi, enfin sur plusieurs projets de loi qui vont permettre au fait d'améliorer la qualité des citoyens, en particulier en favorisant l'usage de véhicules électriques ou hydrogène urbains,
d'une part dans une ville comme Genève, mais ce projet de loi peut s'étendre à beaucoup d'autres villes ou d'autres pays et de ce fait-là améliorer la qualité de l'air, améliorer les nuisances des véhicules automobiles, mais qui auront certainement une tendance à réapparaître plus, d'où l'idée de favoriser les petits véhicules urbains parce que les gens, ils se disent, ouais, dans mon véhicule, je suis en sécurité sanitaire, hein, et donc naturellement, il faut arriver avec des nouveaux modèles, des nouvelles solutions, avec aussi des véhicules partagés. Mais alors, un véhicule partagé, on ne sait pas si la personne qui est montée dans le véhicule juste avant soi, dans un véhicule mobility, elle n'a pas la grippe, elle a peut-être un rhume, mais peut-être que c'est pas… Voilà, donc, il faut amener tout un concept aussi de désinfection, désodorisation des véhicules, etc., etc. Puis autrement, on a aussi eu l'idée de démarrer un projet sur l'Algérie avec une société suisse, donc faire un partenariat entre la Suisse et l'Algérie pour développer des nouveaux produits qui sont actuellement existent, mais qui sont taxés à 128%. Ça veut dire que ce qui coûte 100 francs coûte 228 francs à l'arrivée. Alors, c'est des produits très simples, hein, comme une poubelle, comme des Tupperware, enfin, ce genre de choses. Mais naturellement, l'idée, c'est de les fabriquer sous licence là-bas. Et ça, parce que là-bas, ils ont beaucoup de problèmes. Il y a des activités qui ont complètement été stoppées puis qui ne sont pas prêtes de redémarrer. Donc, il faut se réinventer des nouvelles choses, des nouveaux marchés pour amener des services que les gens ont besoin de tous les jours. Voilà. Merci Michel, ça tombe bien. Je vous laisserai prendre contact ensemble, hein, Islam et Michel. Extra. Qui ne s'est pas encore exprimé? Fabienne Savoie. Micro. Voilà, oui. Bonjour à tous. Je vous ai entendu dans ma voiture au départ et puis j'ai essayé de bien tout suivre. Enfin, quand je suis arrivée chez moi, j'ai vite ouvert mon iPhone et j'ai mis ma caméra. Donc, bonjour à tous. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, Monsieur Balestra. C'est vraiment complètement dans ma façon de voir les choses et de penser les choses. Moi-même, je suis manager de 2 sociétés et pendant cette période, en tant que manager, ça n'a pas toujours été simple parce que je faisais beaucoup de télétravail et puis j'avais une petite partie de l'équipe qui voulait rester dans les locaux. Donc, ça veut dire que je devais manager et en ligne et sur site, tout en même temps, et monter des projets qu'on nous demandait régulièrement. Alors, je gère aussi une école où du jour au lendemain, on a dû mettre tous les profs en ligne. Alors, j'avais anticipé un petit peu l'histoire 2 semaines avant et j'avais dit, il faut qu'on trouve vraiment quelque chose pour pouvoir anticiper. Et ils n'ont pas loupé un seul jour. Par contre, tout au long, ça n'a pas été facile par rapport aux élèves, par rapport aux profs, d'avoir tout ce soutien. Et tout ce soutien, c'est vraiment fait, mais vraiment fait dans l'empathie, dans l'amour, dans la bienveillance. Donc, on a vraiment vécu des choses même difficiles, puisque j'ai eu 2 ou 3 élèves qui avaient leurs parents qui ont eu le Covid. Donc, il a fallu soutenir aussi les élèves pour qu'ils puissent continuer à travailler et à mettre en place tous leurs acquis. Et très souvent, je me suis retrouvée dans des situations, pour rejoindre un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, dans des situations, je me disais, mais comment là, je vais pouvoir gérer ce type de situation? Et toujours ma question, et que je fais très souvent et qui m'a toujours apporté énormément de solutions, c'est qu'est-ce que ton cœur ferait? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'avais une situation à régler, je me posais toujours cette question, qu'est-ce que ton cœur ferait? Donc, on arrive dans l'amour, étant dans l'engagement de personnes ou comme ça. Alors oui, on n'a pas le 100%, on se trompe aussi, ça c'est clair. Mais c'est vrai de garder ce lien d'empathie, ce lien de bienveillance, de penser aux autres, hein, de penser aussi qu'ils sont présents. Voilà, tout ça. Oui. Fabienne, excuse-moi de t'interrompre. Il y a quelques amis qui doivent partir. Je vous propose de faire la photo déjantée et puis ensuite, on fera. Et je te repasse vite pour… alors, photo déjantée. Moi, je ne peux pas avoir mes mains, mais je fais un print screen. Voilà, il faut… 1, 2, 3. Ça devrait être bon. Merci beaucoup. Attendez, je contrôle quand même, bougez pas. Je l'envoie chez Julien. Elle sera remarquée, je peux déjà vous dire. Fabienne, à toi.
Voilà. Donc, voilà, je voulais juste dire qu'il faut aussi savoir qu'il y a énormément de choses. C'est il y a environ 30 ans en arrière, il n'y a pas si longtemps, quand on mesurait le pouls de la Terre, il était à 7 Hertz. Aujourd'hui, on mesure le pouls de la Terre, on sait comment il fonctionne. Aujourd'hui, le 27 février, il était entre 140 et 160 Hertz. Donc, on peut imaginer toute l'énergie qui est en train de bouger et de monter aussi. Donc, ce qui fait qu'on est tous beaucoup plus aussi dans ces sentiments d'empathie ou autres. Et on voit beaucoup plus les gens, on ressent les gens d'une manière beaucoup plus forte. Donc, je pense que quand quelqu'un nous parle, on sent si la personne est honnête, si elle nous dit réellement les choses, on sent si elle n'est pas. Et de plus en plus de gens le ressentent. Et donc, s'il doit y avoir un changement, à mon avis, il y en aura un déjà. Il y en a déjà un qui est en train de se faire dans ce sens-là. Et après, les autres choses suivront certainement dans ce sens et j'ose l'espérer. Merci beaucoup, Fabienne. Anastasia, vraiment un petit flash et puis on redonne la parole à Michel pour le mot de la fin, la conclusion. Anastasia, micro. Oui, voilà. Donc, c'était très intéressant. Moi, j'ai un autre avis par rapport à l'empathie. Je pense qu'on apprend à être empathique. Je pense que dans des périodes pareilles, beaucoup de personnes deviennent empathiques parce qu'ils sont en train de vivre des situations qu'ils n'attendaient pas, qu'ils pensaient qui arrivent qu'aux autres. Donc, je pense que des situations pareilles, il faut voir le bon côté, rend les gens empathiques. Et on se rend compte qu'il faut s'entraider et penser à tout le monde. Voilà, c'est un peu différent. Oui, tu es dans le sociétal, je crois. Exactement. Mais je pense que beaucoup de gens ils sont plus empathiques maintenant qu'avant le Covid-19. Vive le Covid alors. Merci Anastasia. Michel, on était notre carré prévu pendant bien longtemps. Maintenant, quelques amis doivent partir. Merci mille fois. Ton mot de la fin. Merci à vous tous. D'abord, je trouve cette formule intéressante parce qu'on apprend autant des autres que ce qu'on essaye d'apporter au groupe. Donc, c'est déjà une expérience enrichissante. Pour l'empathie renforcée par le Covid, je pense que ça dépend des secteurs. Et moi, j'ai même à certains moments senti une peur qui se transformait en méfiance et presque en haine par des gens qu'on approchait sans les avoir remarqués ou sans. Donc, il y a eu plusieurs étapes pendant cette crise, des étapes de méfiance et de peur, des étapes de retour à la confiance et à l'espoir, et puis aujourd'hui, une prise de conscience que l'épidémie est peut-être derrière nous, mais que tous les problèmes ne sont pas résolus et que les problèmes économiques vont maintenant émerger comme étant les priorités de notre réflexion. Et c'est à ce moment-là, et pas dans le soin d'une personne malade, c'est à ce moment-là qu'il sera important de continuer à être empathique pour essayer de trouver des moyens et des formules qui soient les moins coûteuses possibles à l'ensemble de la collectivité. Merci vraiment beaucoup, Michel. On te suit sur les réseaux avec un immense bonheur chaque jour. Mais où va-t-il trouver toutes ces idées, tous ces écrits? Quel talent! Merci beaucoup. La semaine prochaine, eh bien, c'est Anne Hornung-Soukup, présidente des TPG, qui va nous dire qu'il faut prendre les TPG parce qu'en toute sécurité, elle va nous expliquer cela mercredi 27 à 17h. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment qui sera enregistré, que vous pourrez voir et revoir grâce à Julien, que je ne cesserai jamais de remercier parce que vraiment, je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir des collaborateurs, des mains droites, des mains gauches comme Julien. C'est formidable. Et il a créé une chaîne YouTube, CDE YouTube. Merci de vous y inscrire.
et vous pourrez vous revoir, voir toutes les autres conférences. On vous a dit, je crois qu'elle était enregistrée. De toute façon, elle l'est. Donc, si vous n'étiez pas d'accord, je suis navrée pour vous. Mais ça devrait aller. Si vous voulez encore rester pour papoter, autrement, on se quitte gentiment. Merci Michel, je sais que tu as bouleversé ton agenda pour être avec nous. Anne, on se réjouit à la semaine prochaine de t'entendre, de t'écouter. Merci à toutes et à tous. Le bonjour en Algérie, le bonjour à Chambéry, le bonjour de l'autre côté de la frontière. Et puis, tu es où à la montagne, Elena? En Valais? Je suis en Valais à la Tsouma, entre Martigny et Sion, au-dessus de Ried. Voilà. Bon, il y a pire comme endroit. Voilà, je redescends dimanche. Je reste le week-end de l'Ascension, je crois. De l'Ascension. Voilà. Voilà, d'ailleurs, vraiment belle ascension. Et merci Michel. Merci. Merci. Je vous propose que tu applaudisses encore, hein, ça se fait. Je dis à les réseaux. Merci. Je vous embrasse tous et toutes. Merci. Merci. Bye bye. Vraiment. Au revoir à tous. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, au revoir. À bientôt. Et lundi, bientôt, on a merci un beaucoup. débat d'idées, hein, bien sûr. À lundi. Au revoir. À lundi. Au revoir. Au revoir. Salut, Fabien. Au revoir.